Chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, merci pour votre présence. Alors, si soulever le rideau pour aller voir ce qui se cache derrière pour l'enfant est un acte de curiosité, pour Simone de Beauvoir, la métaphore s'est transformée en parabole, c'était vraiment soulever le voile. Soulever le voile, pourquoi? Parce qu'elle voulait briser, disait-elle, la loi du silence, mais également celui de tous les a priori et des peurs qu'engendre la vieillesse. Alors je tenais à remercier, ceci pour dire que je remercie les organisateurs d'avoir fait une place, surtout à la personne âgée, dans, davantage que la psychogériatrie, mais dans ce colloque. Alors juste quelques éléments qui m'ont paru essentiels pour qu'on puisse voir un petit peu le déroulé qui suivra. La vieillesse, vous voyez, va s'inscrire dans une immense dispersion puisqu'on va être vieux de 60 ans à 90 ans. Il est évident qu'on va amalgamer dans cette catégorie de la vieillesse des personnes qui sont fortement différentes. Également, le vieillissement, c'est un processus qui est composite dans le sens où des mécanismes tels que vasculaire, estime de soi, vont interagir sans cesse avec des facteurs bio, psycho et sociaux, ce qui fait que ça en fait un processus qui est totalement dynamique. Tout cela pour vous dire qu'au final, il n'y a pas une personne âgée, il n'y a que des personnes âgées. Il y a autant de personnes âgées qu'il y a de vieillissement, autant de vieillissement qu'il y a de personnes âgées. Donc la personne âgée prototypique n'existait pas. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'une personne âgée normale, je ne saurais pas vous répondre, si ce n'est celle qui se rencontre dans la majorité des cas. La vieillesse est également une construction politique et sociale, c'est-à-dire qu'on est vieux à partir du moment où on est mis à la retraite, ce qui évidemment est un non-sens absolu. Cela veut dire que le sportif de haut niveau est vieux à 35 ans, le mannequin aussi, et le militaire à 50 ans. Mais au-delà de ça, cela veut dire surtout que nous n'avons pas de normes et de véritables repères. Il faudrait les revoir, mais j'y reviendrai. Enfin, la révolution démographique, mais on en a beaucoup parlé hier, on y a beaucoup fait allusion. Donc cette cohorte avec de nombreuses personnes âgées, de plus en plus nombreuses, nées après-guerre et dont l'espérance de vie ne cesse de s'allonger, ce qui fait qu'on a là une cohorte très très importante qui va demander des soins, mais aussi qui a fait apparaître de nouveaux soins. Alors en réponse à tout ceci, est née la psychogériatrie. Vous voyez que c'est une discipline qui est interdisciplinaire, puisqu'elle est composée essentiellement de psychologues, psychiatres et gériatres. Certains y mettent les neurologues, mais Jacques Touchon nous dira ce qu'il en pense. De façon à étudier, prendre en charge les troubles mentaux, donc émotionnels, cognitifs et psychosociaux de la personne âgée. Et vous voyez surtout que c'est une discipline très récente, puisqu'il faut attendre les années 2000 pour la voir se structurer d'un point de vue académique, c'est-à-dire être enseignée dans les universités. La notion de bien-être, évidemment, fait partie du concept de qualité de vie, donc concept multidimensionnel, qui va, puisqu'on va, à travers cette qualité de vie, interroger la perception qu'a la personne par rapport à ses attentes, etc. Et je vous ai listé des facteurs qui sont connus pour influencer cette qualité de vie, donc le bien-être. Donc vous voyez qu'il y a la santé physique, mentale, l'état psychologique, etc. Et ce sont autant de facteurs de vulnérabilité, malheureusement, que l'on retrouve chez la personne âgée. Notamment, par exemple, en santé physique, évidemment, il y a des limitations qui vont apparaître peu à peu. Santé mentale, c'est une personne dont le travail psychique sera essentiellement orienté sur le deuil, parce qu'il faut accepter de ne plus arriver à faire ce que l'on faisait auparavant, monter les marches 4 à 4, ou bien ne plus se souvenir de certaines choses, etc., etc. Je vais un peu vite, mais comme ma collègue, nous serons là pour des questions éventuelles.
Donc vous voyez que le bien-être et la qualité de vie d'une personne âgée sont bâtis sur un équilibre qui est particulièrement instable, puisque de ces vulnérabilités, alors ce que l'on entend par vulnérabilité, ce sera l'accumulation des maladies chroniques, la polymédication, la sédentarité, etc., etc., vont appuyer de tout leur poids et vont surtout élaborer chez la personne âgée une sorte de fragilité qui est telle qu'on a trouvé bon de lui donner même de la nommer syndrome de fragilité. Donc la fragilité va être le fruit de toutes ces accumulations de vulnérabilité et sur lequel on a autant de pistes d'ailleurs pour tenter d'améliorer le bien-être chez la personne âgée. Alors, parler de vieillissement, alors je vous ai dit que la normalité, je ne savais pas trop ce que c'était, mais enfin, en tout cas, je voulais présenter ceci. C'est un travail qui est récent, produit par l'OMS, et qui nous montre que c'est la dernière courbe. Alors, désolé, je n'ai pas chez les personnes de plus de 80 ans, vous voyez qu'on en retrouve quand même un grand nombre qui vont avoir des capacités physiques et intellectuelles comparables à celles de sujets de 20 ans. Ça peut paraître tout à fait surprenant, mais c'est un travail tout à fait sérieux. Et là, évidemment, pour ces personnes-là, la qualité de vie est totalement préservée. Mais vous voyez aussi qu'il y en a qui sont bien en deçà. Donc on peut se poser la question, pourquoi une telle différence? Eh bien parce que ça va être modulé par des facteurs de protection, notamment des facteurs génétiques, mais aussi tout ce qui est hygiène de vie, style de vie, support social, éducation, et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la réserve cognitive du sujet, mais aussi sa réserve physique qu'il va se fabriquer tout au long de la vie. Mais également, des travaux récents montrent modulés par des facteurs de résilience, c'est-à-dire que pour certains, la personnalité de la personne âgée va évoluer au décours de la vie jusqu'à se caractériser par cette aptitude qu'il y aura à la résilience. Et pour d'autres auteurs, ils vont parler de biais de positivité, c'est-à-dire qu'à la fois on a une personne qui décline sous certains aspects, mais qui par ailleurs a une très nette augmentation de son aptitude à positiver et à réguler ses émotions de façon tout à fait positive. Voilà. Et à tel point qu'on a appelé ça le biais, parce qu'il y a ce paradoxe, déclin d'un côté, et en même temps la personne qui va rechercher, réguler ses émotions vers le plus. Évidemment, tout ceci continue à moduler la qualité de vie. Alors, le déclin, oui, il y a des déclins, mais il y a un déclin cognitif, par exemple, objectif, qui va être lié à l'âge, mais qui est parfaitement physiologique, qui est tout à fait normal. Malheureusement, j'allais dire, mais nos genoux, nos hanches, mais aussi notre cerveau, vont vieillir. Et au niveau cérébral, eh bien, on voit qu'il y a une perte, surtout neuronale, au niveau du cortex préfrontal, et qui est une zone très impliquée dans la cognition. Et évidemment, cela va générer une vulnérabilité fonctionnelle. Donc oui, on va perdre évidemment certaines capacités mnésiques. Voilà un petit peu de quoi se plaignent en principe les personnes âgées, mais il faut savoir que tous ces oublis sont particulièrement fréquents, donc tout à fait physiologiques, et à tel point qu'on a trouvé bon de la nommer dans une catégorie, de lui octroyer une catégorie nosographique singulière, puisqu'on va parler de déclin cognitif subjectif. Bon, et entre parenthèses, ce n'est pas la mémoire qui est malade ici, mais c'est davantage l'attention qui pose problème. Alors, ce qui est important, enfin, il est intéressant de s'intéresser pourquoi ces personnes âgées vont se plaindre autant. Eh bien, là encore, on va rencontrer la problématique de l'acceptation du vieillir. Et vieillir, mais sous le regard de la société. Et cette société, elle est particulièrement dure, elle est vis-à-vis des personnes âgées. Voilà. Donc, je vous en ai parlé très rapidement, mais d'une vulnérabilité psychique. Il faut s'accepter,
et c'est vraiment pas chose aisée, d'être dans une perception subjective du manque, de l'incomplétude. Et le regard de la société, eh bien la société qui ne va cesser de stigmatiser et d'émettre des stéréotypes très majoritairement négatifs à l'encontre des personnes âgées. Le problème, c'est que lorsque on est tout petit, on entend déjà dire les personnes âgées sont ceci, les personnes âgées sont cela. Et quand soi-même on devient âgé, eh bien on va s'auto-appliquer toutes ces vilaines choses que l'on a entendues. Pour faire court, hein. Voilà. Alors pourquoi la mémoire? Eh bien parce que ce cerveau, j'ai fait une allusion, est particulièrement sacralisé. La personne âgée accepte de se faire mettre une prothèse de hanche, mais n'accepte pas de perdre la mémoire. Et mémoire qui est évidemment une fonction centrale, puisque, vous le savez, son nom vient de Mnémosyne, qui, après une passion fulgurante avec Zeus, a donné naissance aux 9 muses, montrant bien par là que c'était par la mémoire que l'histoire, les langues et les arts étaient transmis et perpétrés. Voilà. Et toute la symbolique, de la mémoire en tant que garante de notre identité et que Diderot a si bien su écrire. Alors, je n'oublie pas qu'il fallait parler des défis, enfin des nouvelles problématiques, mais je pense qu'à travers déjà les quelques diapositives précédentes, on pouvait s'en faire déjà un peu une idée. Définir déjà l'âge de la vieillesse, parce qu'actuellement, on a des personnes de 60-65 ans qui sont taxées de vieux, mais le problème, c'est qu'ils ne se sentent pas du tout vieux. En 1955, les personnes âgées de 65 ans avaient à peu près les mêmes performances, etc., que nos personnes âgées de 75 ans aujourd'hui. Donc, il y a une évolution et personne n'en tient compte dans nos définitions, etc. Une des problématiques, pour avoir discuté un petit peu avec d'autres spécialistes, c'est d'arriver à affiner ces critères diagnostiques cognitifs des troubles cognitifs majeurs. Avant, on parlait de démence et à juste titre, on nous a dit cessez d'utiliser ce terme qui est trop synonyme de folie, alors que pour nous, il ne l'était pas. Hein, il correspondait à des critères particuliers. Mais voilà, donc on parle de troubles cognitifs majeurs et il faut savoir que dans les années 2000, le cadre nosographique, c'est-à-dire là où on classe les maladies liées aux maladies neuroévolutives, a totalement explosé. Voilà, mais il demeure encore des incertitudes, des concepts qui se chevauchent, etc. Donc à voir. Surtout penser l'impensable, c'est-à-dire que... Je vous ai mis un petit exemple. En 1980, l'espérance de vie d'un patient atteint de trisomie 21 était de 25 ans. Au jour d'aujourd'hui, elle est de 60 ans. C'est-à-dire qu'en 40 ans, il a gagné 40 ans d'espérance de vie. Personne n'a réfléchi que ces personnes-là avaient aussi le droit de vieillir et pourraient vieillir. Donc évidemment, il y a une insuffisance au niveau des systèmes de soins qui est flagrante, hein, puisque ça n'a pas été réfléchi. Et avec mon amie Stéphanie Miot, nous avons organisé un colloque à Montpellier l'été dernier sur vieillir avec une pathologie psychiatrique. Il y a eu plus de 500 inscrits, ce qui est assez important pour un colloque. Ce que l'on a entendu, c'était « mais c'est formidable, enfin, un espace pour pouvoir échanger, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir voir ce que nous pourrons faire » sur cette problématique, parce que en France, nous sommes particulièrement en retard là-dessus. Voilà. La demeure, je vais tellement vite, excusez-moi. La question centrale demeure, mais est-ce que nos systèmes de santé et nous-mêmes, hein, enfin notre société, sont-ils prêts à prendre soin de ces aînés particuliers toujours plus nombreux? Alors, évidemment, je ne pouvais pas terminer cette ébauche de conférence sans parler de dignité. Bien évidemment, on se doit d'accentuer encore hein, dans nos défis. On y va de plus en plus, mais il reste beaucoup de choses à faire pour vraiment
proposer des soins qui soient totalement individualisés, personnalisés, et vous en comprenez bien le pourquoi, mais également ancrer davantage le soin dans le respect de la dignité. Alors pourquoi? Parce que si on en croit des grands philosophes qui ont écrit sur la dignité, eh bien la dignité ne peut s'inscrire que, enfin, va résulter de l'autonomie. Et c'est vrai que, par exemple, pour nous, une des pistes en tant que soignant, c'est de vraiment tenter de maximiser l'autonomie, en tout cas de mettre l'autonomie comme étant un objectif de soin, et ça n'est pas franchement fait. Ceci nous permettrait à la fois de lutter contre les vulnérabilités, en même temps de renforcer la dignité. Et il est vrai qu'en institution, par exemple, j'ai marqué EHPAD, j'aurais pu marquer d'autres organismes ou institutions, mais faute de temps, on va avoir tendance à faire à la place d'eux. Et les personnes âgées ne sont plus du tout, en tout cas pas insuffisamment stimulées. Voilà, donc garder cet objectif d'autonomie. Pour les soignants, il faudrait inscrire, enfin il n'y a qu'à Faucon, vous savez, c'est un peu stupide hein, de dire ceci, mais une des pistes, voilà, j'ouvre quelques pistes et évidemment il y en a bien d'autres, hein, elles ne sont pas du tout exhaustives. Mais la formation à l'empathie professionnelle devrait être inscrite de façon beaucoup plus académique, j'allais dire, pour nos jeunes étudiants, mais également pour tous les soignants, hein, qu'ils soient infirmiers, médecins, psychologues, etc. Enfin, psychologue, ça fait un peu peut-être plus partie des études, mais surtout, il faudrait la grande plainte que nous avons, et un des gros problèmes, c'est le turnover de soignants en gériatrie. Et tout simplement parce qu'ils nous disent mais je quitte ce service parce que ce n'est pas le métier que je voulais exercer. Moi j'ai des objectifs humains et là on me renvoie que des objectifs comptables. Donc là il y a vraiment au niveau politique quelque chose à faire. Et puis là encore je ne peux pas terminer sans avoir une pensée pour ces aidants, puisque malheureusement dans certains cas la personne âgée va devoir être assistée la plupart du temps par un de ses proches. Nous avons fait un travail il y a quelques années avec une équipe parisienne et qui avait montré que, en fait, nous les soignants... Alors hier j'ai entendu, excusez-moi je digresse un peu, mais hier j'ai entendu un intervenant qui disait « lorsque les usagers veulent prendre le pouvoir ». Mais moi là je vais inverser la proposition et me mettre en creux parce que précisément pour les aidants, peut-être que les soignants n'écoutent pas assez quels sont leurs désirs, ce qu'ils souhaitent, puisqu'on s'aperçoit qu'en tant que soignants, nous sommes les sachants, nous sommes les compétents, entre guillemets, et nous allons viser ce qui va être le soin idéal. Mais le problème, c'est que les aidants ne sont pas du tout dans cette dialectique, ils sont dans celle d'un idéal du soin. Ils vont rechercher quel est l'idéal du soin pour leurs proches. Voilà. Ben voilà, je vais terminer là-dessus. Donc, différentes pistes ouvertes.